La nuit s'était installée lentement autour de la maison, épaisse, silencieuse, presque vivante. Le froid suivait, rampant le long des murs, glissant sous les portes, s'accrochant aux fenêtres comme une menace discrète. J'étais seul, assis près du poêle, regardant les flammes lutter contre l'obscurité. Ma vie ressemblait à ces braises, encore chaudes mais privées d'élan. Les soirs se répétaient sans surprise, sans visite, sans voix étrangères. J'avais appris à appeler cela la paix. Pourtant, ce soir-là, une tension inhabituelle pesait dans l'air, comme si quelque chose attendait le moment exact pour se manifester en silence profond et oppressant pour moi. Je venais de poser ma tasse vide quand le bruit a retenti. 3 coups contre la porte, irréguliers, hésitants, presque timides. Mon corps s'est figé avant mon esprit. Personne ne frappait jamais ici, surtout pas à cette heure. J'ai retenu ma respiration, espérant que le silence revienne de lui-même. Mais les coups ont repris, plus lents, plus faibles, chargés d'une urgence muette. J'ai senti mon cœur accélérer malgré moi. Je savais déjà que je faisais face à un choix. Ignorer ou répondre. Fermer ou ouvrir. Et quoi que je décide, la nuit venait de changer irrémédiablement pour toujours. Je me suis levé lentement, chaque pas lourd de prudence. La maison semblait retenir son souffle avec moi. Quand ma main a touché la poignée glacée, une hésitation m'a traversé, brève mais intense. J'aurais pu prétendre ne rien avoir entendu. Au lieu de cela, j'ai ouvert. L'air froid s'est engouffré à l'intérieur, mordant, brutal. Elle se tenait là, sous la lumière pâle, silhouette frêle enveloppée dans un manteau trop fin. Ses cheveux humides encadraient un visage fatigué. Elle n'a pas supplié. Elle a simplement dit qu'elle avait besoin de chaleur, seulement pour cette nuit. Je suis resté silencieux, observant ses mains tremblantes, ses épaules voûtées, la fatigue accrochée à chaque geste. 1000 pensées ont traversé mon esprit, toutes raisonnables, toutes prudentes. Pourtant, aucune n'a gagné. Je me suis écarté sans parler davantage. Elle est entrée avec hésitation, comme si elle craignait que je change d'avis à chaque pas. Quand j'ai refermé la porte derrière elle, le bruit sec a résonné dans la maison vide. Le monde extérieur venait d'être coupé. Il ne restait plus que nous deux, enfermés dans un espace désormais partagé, chargé d'une présence nouvelle que je ne savais pas encore gérer correctement. Elle est restée debout un instant, regardant autour d'elle comme on observe un refuge provisoire. Je lui ai indiqué le poêle, puis le canapé. Mes gestes se voulaient calmes, neutres, presque distants. Elle s'est approchée du feu, tendant ses mains vers la chaleur avec un soupir discret. Je lui ai donné une couverture, qu'elle a serrée contre elle comme un objet précieux. Le silence entre nous n'était pas gênant. Il était dense, rempli de choses non dites. Je sentais déjà que cette présence modifiait l'équilibre fragile de mon quotidien solitaire, lentement mais sûrement. Nous avons échangé quelques phrases simples, sans importance apparente. Le froid dehors, la route longue, la nuit difficile. Elle parlait peu, choisissant ses mots avec soin. Je comprenais qu'elle portait une histoire lourde, mais qu'elle ne souhaitait pas la déposer entièrement ici. Je lui ai préparé une boisson chaude. Elle a entouré la tasse de ses mains, comme si ce geste suffisait à la rassurer. Plus je l'écoutais, plus une proximité étrange s'installait. Ce n'était pas de la confiance, ni du désir. Quelque chose de plus trouble, plus fragile, et déjà dangereux. Le feu projetait des ombres mouvantes sur les murs, donnant à la pièce un aspect irréel. Elle a fini par évoquer une fuite, sans détail précis, seulement l'idée d'un endroit qu'elle ne pouvait plus rejoindre. Je l'écoutais en silence, conscient que mon attention m'engageait davantage que je ne l'aurais voulu. En voulant offrir un abri, je devenais autre chose. Je sentais une ligne invisible se dessiner, mince, incertaine. Chaque minute passée ensemble l'effaçait un peu plus. Je ne faisais rien pour l'arrêter. Je me contentais d'exister dans ce moment suspendu, sans anticiper la suite. Quand elle a frissonné malgré la chaleur, j'ai rapproché une seconde couverture. Le geste était simple, presque automatique, mais il a réduit la distance entre nous. Son parfum discret s'est mêlé à l'odeur du bois brûlé. Une tension douce et inquiétante est née dans ce silence. Elle a levé les yeux vers moi, un instant trop long pour être anodin. À cet instant précis, j'aurais pu reculer. J'aurais dû rappeler les limites. Je ne l'ai pas fait. Je suis resté immobile, laissant le non-dit décider à ma place, déjà conscient que cette passivité était un choix. La nuit avançait lentement. Elle a murmuré qu'elle était épuisée. Je lui ai proposé le canapé, lui assurant qu'elle pouvait dormir ici sans crainte. En prononçant ces mots, j'ai senti qu'ils dépassaient leur sens apparent. Elle s'est allongée doucement, serrant la couverture contre elle. Je me suis éloigné,
tentant de retrouver une distance claire. Je me suis assis plus loin, écoutant le feu s'éteindre peu à peu. Le silence était trompeur. Il portait en lui une promesse que je ne comprenais pas encore, mais que je sentais dangereuse. Je suis resté éveillé longtemps, attentif à sa respiration régulière. Dans ce calme fragile, une certitude s'est imposée à moi. En ouvrant cette porte, je n'avais pas seulement offert de la chaleur à une inconnue. J'avais laissé entrer le doute, le trouble, et une possibilité que je n'étais pas prêt à assumer. Cette nuit, silencieuse et froide, venait de déplacer quelque chose en moi. Je ne savais pas encore quoi, ni jusqu'où cela irait. Mais je comprenais déjà que rien de ce qui suivrait ne serait simple, ni innocent, ni sans conséquences durables pour nous deux. La maison avait changé de température, mais pas seulement à cause du feu. Sa présence ajoutait une chaleur humaine, instable, qui rendait chaque objet plus réel. J'ai dormi par fragments dans le fauteuil, incapable de me permettre une vraie nuit. À chaque craquement du bois, je relevais la tête. Je guettais le moindre signe de danger, ou peu être le moindre prétexte pour me convaincre que j'avais eu raison. À l'aube, une lumière grise a filtré derrière les rideaux. Sur le canapé, elle respirait calmement, la joue contre la couverture, enfin à l'abri. Et moi, je ne savais pas pourquoi. Je me suis levé avant qu'elle n'ouvre les yeux, par pudeur et par peur. Dans la cuisine, j'ai fait chauffer de l'eau, trop fort, trop vite, comme si le bruit pouvait couvrir mes pensées. Quand je suis revenu, elle était assise, emmitouflée, les cheveux en désordre. Elle m'a regardé sans sourire, puis a murmuré « Merci, encore ». Je lui ai tendu la tasse. Nos doigts se sont frôlés, et j'ai retiré ma main trop brusquement. Elle a baissé les yeux. Le silence est devenu lourd. Je lui ai demandé où elle allait. Elle a répondu « Je ne sais pas. Je n'ai pas aimé. Pas du tout après ça. » Elle a répondu par une demi-vérité. Je l'ai senti tout de suite. « Je vais n'importe où, tant que c'est loin », a-t-elle dit. Sa voix n'était pas dramatique, juste usée. Je n'ai pas insisté, mais mon regard a accroché une marque violette près de son poignet, comme un souvenir récent. Elle a ramené la manche. Réflexe rapide. J'ai détourné les yeux, honteux d'avoir vu. Je lui ai proposé une douche chaude. Elle a hésité, puis a accepté, la tête basse, comme si même l'eau pouvait la juger. Je lui ai prêté une chemise grande, puis je suis sorti. Dehors, je me suis appuyé contre le mur, respirant l'air froid comme une punition. Je me répétais que j'étais seulement un refuge, rien de plus. Pourtant, mon esprit inventait déjà des scénarios, qui l'avaient poussé à fuir, et pourquoi elle avait choisi ma porte. Quand elle est ressortie, ses joues étaient rosies par la chaleur, la chemise flottait sur elle. Elle avait l'air plus jeune, mais pas moins inquiète. Elle a demandé si elle pouvait rester encore un peu, juste le temps que ses mains cessent trembler. Je l'ai installée près du poêle avec une autre tasse, et j'ai fait comme si tout était normal. Elle regardait les flammes, sans vraiment les voir. Puis, sans prévenir, elle a dit « Cette nuit, je croyais que j'allais mourir de froid. » Sa phrase était simple, mais elle a fissuré quelque chose en moi. J'ai répondu que ce n'était plus le cas, qu'ici elle était en sécurité. Le mot m'a échappé, sécurité. Elle a levé les yeux, et j'ai vu un mélange de soulagement et d'attente, comme si ma promesse en finissait par me lier. La journée s'est étirée dans un entre-deux étrange. Je faisais des tâches inutiles pour ne pas la regarder. Ranger du bois, essuyer un plan de travail déjà propre, vérifier des serrures. Elle restait près du feu, attentive au moindre bruit dehors. À plusieurs reprises, elle s'est levée comme si elle allait partir, puis s'est rassie, vaincue par le froid et par autre chose. En fin de matinée, j'ai proposé de la conduire jusqu'à la route. Elle a secoué la tête. « Pas encore », a-t-elle murmuré. Et ce murmure m'a retenu, comme une main sur moi. L'après-midi, le ciel s'est assombri et la neige a commencé à tomber. Elle a sursauté en entendant un véhicule au loin, puis a demandé si j'avais un téléphone. Je lui ai tendu le mien. Elle a regardé l'écran, a pâli, puis l'a reposé sans appeler. « S'ils voient que je suis vivante, ils reviennent », a-t-elle soufflé. Je n'ai pas demandé qui était-il. J'avais peur de la réponse. J'ai seulement dit qu'elle pouvait rester jusqu'à ce qu'elle se sente prête. Les mots sortaient comme un serment. Elle a fermé les yeux. J'ai compris qu'elle me croyait, peur incluse. Au dîner, j'ai réchauffé une soupe et coupé du pain. Nous avons mangé face à face, sans musique, sans distraction. Elle mangeait lentement, comme si elle craignait que tout disparaisse. J'ai posé une question simple. « Ton prénom ?» Elle a hésité une seconde, puis l'a donné. Je l'ai répété, pour le fixer dans l'air. Elle m'a demandé le mien. Entendre mon nom dans sa bouche m'a surpris. Après le repas, elle a voulu aider à laver. Nos gestes se frôlaient dans l'évier, et personne ne s'écartait.
La pièce semblait plus petite, et je sentais ma solitude reculer d'un pas, malgré moi. Plus tard, elle s'est assise près du feu, les genoux repliés, et m'a observé comme on observe une porte qu'on n'ose pas franchir. Elle a dit qu'elle détestait dormir seule quand la peur la suivait. Les mots semblaient simples, mais ils me visaient directement. J'ai répondu que je resterais dans le fauteuil, comme la nuit précédente. Elle a secoué la tête, doucement, et a fait glisser une partie de la couverture sur le bord du canapé, comme une invitation silencieuse. Mon ventre s'est noué. J'ai regardé le sol, cherchant une règle. Il n'y en avait aucune, seulement nous et feu. Je me suis assis à l'extrémité du canapé, à distance correcte, du moins je le croyais. Elle s'est rapprochée lentement, comme si elle testait ma réaction. Nos épaules se sont touchées, et j'ai senti sa respiration changer. Elle a murmuré qu'elle ne voulait pas être une charge, seulement oublier, quelques minutes, qu'on la traquait. J'aurais dû répondre par la raison. À la place, j'ai posé ma main sur la couverture, près de la sienne. Elle ne l'a pas retirée. Alors, dehors, un moteur s'est éteint. Des phares ont balayé les vitres, et elle s'est raidie, chuchotant. Ils sont là, encore. Les phares ont disparu aussi vite qu'ils étaient apparus, laissant derrière eux un silence plus lourd encore. Elle est restée figée contre moi, le souffle court, comme si le moindre mouvement pouvait la trahir. J'ai tendu l'oreille, compté les secondes, puis les minutes. Rien. Seulement le vent contre les vitres et le feu qui crépitait faiblement. Elle a posé sa main sur mon bras sans réfléchir. Réflexe de survie plus que geste réfléchi. Je n'ai pas bougé. Mon corps savait déjà ce que mon esprit refusait encore d'admettre. Cette proximité n'était plus un accident. Elle devenait une réponse à la peur, et c'était précisément ce qui la rendait dangereuse. Elle a murmuré qu'elle avait cru les entendre revenir, qu'elle n'avait pas supporté l'idée d'être retrouvée. Sa voix tremblait malgré l'effort évident pour rester calme. Je lui ai dit qu'ils étaient partis, que la route était calme, que personne ne viendrait ici sans être vu. Chaque mot sonnait comme une promesse, et je sentais le poids de ces promesses s'accumuler sur mes épaules. Elle a relevé la tête, cherchant mon regard. Dans ses yeux, il n'y avait ni calcul ni séduction, seulement un besoin brut d'assurance. Et j'ai compris que ma présence devenait son abri autant que cette maison. Nous sommes restés ainsi, assis côte à côte, trop proches pour l'ignorer, trop loin pour prétendre que rien n'arrivait. La couverture glissait lentement, découvrant ses mains crispées. J'ai voulu parler, dire quelque chose de raisonnable, rappeler les limites. Les mots sont restés coincés. À la place, j'ai senti sa tête se poser contre mon épaule, doucement, comme si elle demandait la permission sans oser la formuler. Mon corps a réagi avant moi. Je n'ai pas reculé, j'ai laissé faire. Et dans ce silence, j'ai senti la frontière se fissurer définitivement. Elle a fermé les yeux, respirant plus lentement, comme si la peur se dissolvait enfin. Je sentais la chaleur de son corps, réelle, vivante, opposée à la solitude glaciale qui m'habitait depuis trop longtemps. Une pensée a traversé mon esprit, claire et inquiétante. Je voulais qu'elle reste, pas seulement pour cette nuit. Cette pensée m'a effrayé autant qu'elle m'a soulagé. Elle s'est redressée légèrement. Nos visages trop proches désormais. Je pouvais sentir son souffle. Elle a murmuré mon nom, doucement, comme une encre jetée dans l'obscurité. Et je n'ai rien fait pour l'arrêter. Le premier contact n'a pas été un baiser. C'était un frôlement, maladroit, presque innocent. Sa main a glissé contre la mienne, hésitante. Je pouvais encore retirer la mienne. Je ne l'ai pas fait. Nos doigts se sont entremêlés, lentement, comme s'ils apprenaient un langage nouveau. Je savais, au fond de moi, que ce moment était fragile, construit sur la peur et le besoin. Mais je me mentais en appelant cela de la douceur. Elle a levé les yeux vers moi, cherchant une confirmation. J'ai hoché la tête sans parler. Ce fut suffisant. Quand nos lèvres se sont rencontrées, ce n'était pas une explosion, mais une chute lente. Un geste presque timide, chargé de retenue. Elle s'est figée un instant, puis s'est rapprochée, comme soulagée de ne pas être repoussée. Je sentais mon cœur battre trop fort. Une voix intérieure criait que c'était une erreur, que ce moment naissait d'un déséquilibre évident. Mais cette voix s'est noyée dans la chaleur partagée. Le feu crépitait, indifférent. Le monde extérieur semblait irréel. Il n'y avait plus que cette nuit, ce silence, et une décision que je cessais de remettre en question. Nous nous sommes séparés un instant, comme pour vérifier que tout était réel. Elle a posé son front contre le mien, respirant lentement. « Je ne veux pas te compliquer la vie », a-t-elle murmuré. Ces mots auraient dû m'arrêter. Au lieu de cela, ils ont réveillé en moi une envie absurde de la protéger, de la retenir. J'ai répondu que ce n'était pas compliqué, que rien ne l'était vraiment.
C'était faux, je le savais, mais elle a souri faiblement, et ce sourire m'a donné l'illusion que j'avais raison, que cette nuit pouvait être une exception sans lendemain. La suite s'est déroulée sans urgence, presque hors du temps. Des gestes lents, mesurés, comme si nous marchions sur un sol fragile. Je n'ai pas cherché à prendre, seulement à ne pas perdre. Elle s'accrochait à moi, avec une intensité silencieuse, comme si j'étais le dernier endroit sûr. Cette pensée aurait dû me faire reculer. Elle m'a retenu davantage. Je savais que je n'étais pas ce refuge durable qu'elle croyait trouver, mais je laissais cette illusion nous envelopper, parce qu'elle me réchauffait autant qu'elle la rassurait. À un moment, elle s'est arrêtée, le regard soudain grave. Elle a dit qu'elle n'était pas libre, pas vraiment, qu'il y avait quelqu'un, quelque part, qui n'accepterait pas cette nuit. La confession est tombée entre nous, comme un objet brisé. J'aurais dû m'éloigner, j'aurais dû poser des questions, exiger la vérité. Au lieu de cela, j'ai dit que ce qui comptait était ici, maintenant. En prononçant ces mots, j'ai senti une lourdeur s'installer en moi. Je choisissais l'instant contre les conséquences, et je le savais. Quand tout s'est calmé, nous sommes restés enlacés, silencieux. Le feu s'éteignait lentement, laissant place à l'obscurité. Elle semblait apaisée, presque endormie. Moi, je regardais le plafond, incapable de fermer les yeux. Une certitude froide s'imposait déjà. Cette nuit ne resterait pas un secret sans impact. Elle portait en elle une dette, un retour inévitable. En cédant à ce moment, je n'avais pas seulement offert de la chaleur. J'avais accepté un rôle que je ne comprenais pas encore. Et au fond de moi, je savais que le prix serait élevé, pour nous deux. Le matin est arrivé sans douceur, porté par une lumière pâle qui s'est glissée à travers les rideaux. Le feu était mort depuis longtemps, laissant une froideur silencieuse s'installer. Elle dormait encore contre moi, le visage apaisé d'une paix que je ne partageais pas. J'étais éveillé, immobile, conscient de chaque seconde qui passait. La nuit avait effacé les contours de la réalité, mais le jour les redessinait sans pitié. Je sentais déjà le poids du retour à l'ordre, cette sensation brutale que quelque chose avait été franchi et qu'il n'existait aucun moyen de revenir exactement en arrière désormais. Je me suis dégagé lentement pour ne pas la réveiller. Le canapé a grincé légèrement et j'ai retenu mon souffle. Dans la cuisine, j'ai allumé la lumière trop forte, comme si j'avais besoin de violence pour chasser les images de la nuit. J'ai fait couler de l'eau, observé mes mains trembler. Je me suis regardé dans le miroir, au-dessus de l'évier, cherchant un visage familier. Il me semblait différent, plus fatigué, plus vieux. J'avais voulu croire que cette nuit n'était qu'un refuge temporaire. À la lumière du matin, elle ressemblait davantage à une erreur soigneusement dissimulée sous la chaleur. Quand elle est apparue dans l'encadrement de la porte, j'ai sursauté. Ses cheveux étaient en désordre, son regard encore voilé de sommeil. Elle a murmuré bonjour, avec une douceur qui m'a serré la poitrine. Je lui ai répondu de la même manière, comme si tout était normal. Nous avons partagé un café en silence. Elle tenait la tasse à deux mains, évitant mon regard. Ce silence n'était plus chargé de promesses, mais d'interrogations. Chaque gorgée semblait plus difficile à avaler. La nuit nous avait rapprochés, mais le jour révélait une distance nouvelle, inconfortable et lourde. Elle a fini par parler, sans me regarder. Elle a dit que ce n'était pas censé se passer ainsi, que ce n'était pas ce qu'elle cherchait. Je l'ai écoutée, immobile, sentant la culpabilité s'installer lentement. Elle ne parlait pas de regret, mais de confusion. Elle a ajouté qu'elle avait besoin de reprendre la route bientôt, que rester trop longtemps était dangereux. Le mot dangereux a résonné différemment cette fois. La nuit précédente, il avait désigné une menace extérieure. Ce matin-là, il semblait pointer vers nous, vers ce que nous avions provoqué sans vraiment le vouloir. Je lui ai demandé qui la cherchait. Elle a hésité longtemps avant de répondre, puis elle a dit un prénom, presque inaudible, quelqu'un qu'elle connaissait bien, trop bien, quelqu'un qui ne supportait pas l'idée de perdre le contrôle. Elle a serré la tasse plus fort, comme si le simple fait de prononcer ce nom la ramenait en arrière. J'ai compris que je n'étais pas un sauveur, seulement une parenthèse. Cette réalisation aurait dû me soulager. Elle m'a laissé un goût amer, celui d'avoir franchi une limite sans en comprendre l'étendue réelle. Elle s'est levée brusquement, comme prise d'une décision soudaine. Elle a commencé à rassembler ses affaires, peu nombreuses, avec des gestes rapides. Je l'ai observée sans savoir quoi dire. Une part de moi voulait la retenir, lui dire de rester jusqu'à ce que tout s'apaise. Une autre savait que prolonger cette situation ne ferait qu'aggraver les choses. Elle s'est arrêtée près de la porte, hésitant encore. Elle m'a regardé enfin, et dans ses yeux, j'ai vu une question muette. Pas une demande, mais un doute. Je n'ai pas su y répondre correctement. Elle a demandé si quelqu'un était passé pendant la nuit.
J'ai menti en secouant la tête. La vérité aurait ajouté une peur inutile. Elle a hoché la tête, soulagée, et m'a remercié à nouveau. Ce remerciement sonnait différemment de celui de la veille. Il était chargé d'une distance retrouvée. Je lui ai proposé de la conduire jusqu'à la route. Elle a refusé, disant qu'elle préférait partir seule. J'ai compris que cette solitude était aussi une protection, une manière de reprendre le contrôle sur une vie qui lui échappait trop souvent. Nous sommes restés quelques minutes près de la porte, incapables de nous séparer vraiment. Elle a posé sa main sur mon bras, geste bref, presque formel. Elle a dit que cette nuit avait compté, même si elle ne savait pas comment. Je n'ai pas répondu. Les mots me semblaient dangereux. Quand elle a ouvert la porte, l'air froid est revenu, brutal comme un rappel. Elle s'est retournée une dernière fois, m'a regardé longtemps, puis est sortie sans se retourner. La porte s'est refermée derrière elle, avec un bruit sourd, définitif. Je suis resté immobile, fixant le bois de la porte, comme si elle pouvait s'ouvrir de nouveau. Le silence est retombé, mais il n'avait plus rien de familier. La maison semblait plus vide qu'avant, comme si elle avait emporté avec elle quelque chose qui m'appartenait. Je me suis assis lentement, laissant le doute m'envahir. Avais-je aidé ou profité d'une faiblesse? Avais-je été un refuge ou une fuite de plus? Ces questions tournaient sans réponse, creusant un malaise que je ne parvenais pas à étouffer. Le reste de la matinée s'est déroulé mécaniquement. J'ai rangé, nettoyé, tenté d'effacer les traces de sa présence. La couverture pliée, la tasse lavée, le canapé remis en ordre. Chaque geste ressemblait à un mensonge. Plus je tentais de remettre de l'ordre, plus le désordre intérieur s'imposait. Je repensais à ces mots, à ces silences, à ce prénom murmuré. Une certitude prenait forme, lente et implacable. Ce que nous avions partagé ne resterait pas enfermé dans cette maison. Il finirait par revenir, d'une manière ou d'une autre. Quand le soleil a atteint son point le plus haut, je me suis arrêté, épuisé sans raison physique. J'ai compris alors que le mauvais choix n'était pas seulement ce qui s'était passé la nuit précédente. C'était d'avoir cru que le besoin de chaleur justifiait tout le reste. En ouvrant cette porte, je n'avais pas seulement accueilli quelqu'un en détresse. J'avais accepté une complexité que je ne maîtrisais pas. Et maintenant que le jour était pleinement là, je voyais clairement ce que la nuit m'avait permis d'ignorer trop facilement. Les jours qui ont suivi ont perdu leur forme habituelle. La maison était redevenue silencieuse, mais ce silence n'avait plus rien d'apaisant. Il vibrait d'attente, comme si quelque chose devait arriver. Je guettais chaque bruit, chaque moteur au loin, chaque pas sur le gravier. La nuit, je dormais mal, réveillé par des images confuses et par son visage revenant sans prévenir. Je me répétais qu'elle était partie, que tout cela était terminé. Pourtant, une partie de moi savait que rien ne s'arrête aussi proprement. Les choix faits dans la peur laissent toujours des traces, même quand on tente de les ignorer volontairement. Le troisième jour, quelqu'un a frappé à la porte. Pas hésitant, pas fragile, 3 coups nets, assuré. Mon estomac s'est noué immédiatement. J'ai su, sans raison logique, que cela avait un lien avec elle. Quand j'ai ouvert, un homme se tenait là, droit, le regard froid, évaluant l'intérieur sans demander la permission. Il a prononcé son prénom comme une accusation, demandant si je l'avais vu. J'y menti ancora, trop vite. Il m'a observé longuement, comme s'il pesait mes mots. Il a souri brièvement, sans chaleur, puis a dit qu'il repasserait. Quand il est parti, j'ai compris que le passé venait de me rattraper. À partir de ce moment, la peur a changé de nature. Elle n'était plus abstraite. Elle avait un visage, une voix, une certitude. Je me suis mis à verrouiller les portes, à vérifier les fenêtres, à surveiller la route. Je me demandais où elle était, si elle était en sécurité, si elle savait que quelqu'un la cherchait encore. Une culpabilité sourde s'est installée en moi. En voulant la protéger, je m'étais exposé, et être l'avais-je exposé davantage. Cette pensée me hantait. Je n'étais plus un simple témoin. J'étais devenu un maillon, et je ne savais pas jusqu'où cette chaîne s'étendait désormais. Le lendemain, elle a appelé. Un numéro inconnu. Sa voix était basse, pressée. Elle m'a demandé si quelqu'un était venu. J'ai hésité, puis j'ai dit la vérité. Elle a juré doucement, comme une fatigue ancienne. Elle m'a expliqué qu'elle essayait de disparaître, de gagner du temps. Elle a dit que cette nuit chez moi avait été une erreur, pas par manque de sincérité, mais parce qu'elle avait laissé des traces. Je voulais lui dire qu'elle pouvait revenir, qu'on trouverait une solution. Les mots sont restés coincés. Elle a raccroché rapidement, avant que je puisse me convaincre que j'avais encore un rôle à jouer. Après cet appel, je n'ai plus trouvé le sommeil. Je repassais chaque geste, chaque regard, cherchant le moment exact où j'aurais dû dire non. Je me demandais si mon besoin de ne pas être seul
avait pesé plus lourd que sa détresse. Cette idée me faisait honte. Je n'avais pas forcé, je le savais. Mais j'avais profité d'une faille, d'un instant où elle n'était pas en état de choisir librement. Cette nuance me brûlait. Elle rendait tout plus flou, plus inconfortable. Je n'étais ni coupable absolu, ni innocent. J'étais quelque part entre les deux, et cet espace était étouffant. Les jours suivants, des rumeurs ont commencé à circuler. Des questions posées à des voisins lointains, des regards appuyés au village. Je me sentais observé. Chaque sortie devenait un exercice de contrôle. Je surveillais mes mots, mes gestes. La maison, autrefois refuge, ressemblait à un piège. Je me suis surpris à espérer qu'elle m'appelle de nouveau, non par désir, mais pour savoir qu'elle respirait encore librement. Cette attente me révélait quelque chose de dérangeant. Je m'étais attaché, non pas à une personne stable, mais à une fuite, à un désordre qui avait brièvement donné un sens à mes nuits vides. Une semaine plus tard, elle a laissé un message, pas un appel, juste quelques mots. Elle partait loin. Elle ne savait pas quand, ni si elle reviendrait. Elle disait qu'elle n'oublierait pas ce que j'avais fait, mais qu'il valait mieux que nos chemins se séparent. J'ai relu ces phrases plusieurs fois. Elles n'étaient ni froides ni affectueuses, juste nécessaires. J'ai ressenti un mélange étrange de soulagement et de perte, comme si une porte se refermait, non pas violemment, mais définitivement. J'ai compris que je ne serais jamais le héros de cette histoire, seulement un épisode discret. Après cela, l'homme n'est plus revenu. Les questions se sont espacées. La vie a repris une apparence normale. Mais cette normalité sonnait faux. J'avais perdu quelque chose d'intangible, pas elle, pas la nuit. Une certitude peut être celle que les bonnes intentions suffisent. Je savais désormais qu'elles peuvent faire autant de dégâts que la négligence. J'avais voulu offrir de la chaleur sans mesurer le feu que cela pouvait allumer autour. Cette prise de conscience m'isolait davantage. Je n'avais personne à blâmer, personne à convaincre. Seulement moi, face aux conséquences silencieuses de ce choix irréfléchi. Un soir, en rangeant, j'ai retrouvé la couverture qu'elle avait utilisée. Elle portait encore une odeur familière. Je l'ai tenue un moment, puis je l'ai pliée soigneusement, pas par nostalgie, mais par respect pour ce qui avait existé, même brièvement. Je n'éprouvais plus de colère, seulement une lucidité nouvelle. Cette histoire ne m'avait pas brisé, mais elle m'avait déplacé. Elle avait fissuré une partie de moi que je croyais solide. Je comprenais désormais que la solitude peut pousser à confondre aide et attachement, refuge et désir, et que ce glissement a toujours un coût réel. Je me suis assis près du poêle, regardant les flammes reprendre leur danse. La chaleur était là, stable, maîtrisée, rien à voir avec celle de cette nuit-là. J'ai accepté enfin que le mauvais choix n'était pas seulement ce que j'avais fait, mais ce que j'avais cru réparer en le faisant. Certaines blessures ne demandent pas d'être partagées, seulement respectées à distance. Cette leçon m'était venue tard, mais elle était claire. Et tandis que le feu crépitait, je savais que la dernière conséquence n'était pas encore apparue. Elle se préparait en silence, quelque part entre la mémoire et l'avenir. Avec le temps, la peur s'est dissipée, laissant place à quelque chose de plus lourd encore, la compréhension. Les jours ont recommencé à se succéder sans incident, sans nouvelles, sans menace visible. Pourtant, je savais que ce calme n'était pas une victoire. C'était simplement l'absence de bruit après un choc. Je continuais à vivre, à travailler, à parler aux gens, mais une partie de moi restait en retrait, attentive, lucide. Cette nuit n'était plus un souvenir brûlant. Elle était devenue une référence silencieuse, un point fixe auquel je revenais malgré moi pour mesurer ce que j'étais devenu depuis. Je repensais souvent à la manière dont tout avait commencé. Pas au frôlement ni aux mots, mais à la porte qui s'ouvre. À ce moment précis où j'avais confondu compassion et permission, j'avais cru qu'aider signifiait accueillir sans limite, sans condition. Aujourd'hui, je comprenais que l'aide véritable demande parfois de la distance. Dire non n'est pas toujours un refus de l'autre, mais une protection pour chacun. Cette nuance m'avait échappé. Et dans cet aveuglement, j'avais créé une confusion qui ne m'appartenait pas entièrement, mais dont je portais néanmoins une part réelle de responsabilité assumée désormais. Je n'essayais plus de me justifier. J'avais cessé de chercher un coupable clair. Elle avait été fragile, oui, moi aussi. Ce mélange n'avait produit ni amour ni salut, seulement un instant partagé sous de mauvaises raisons. Accepter cela me demandait plus de courage que de regretter. Regretter est confortable, car il se tourne vers le passé. Comprendre oblige à changer le présent. J'ai accepté que je n'avais pas été un refuge neutre. J'avais apporté mes manques dans cette nuit, et ils avaient pesé autant que les siens, silencieusement. Un soir, en marchant seul,
J'ai réalisé que je ne pensais plus à elle avec inquiétude, mais avec reconnaissance. Pas pour ce qui s'était passé, mais pour ce que cela avait révélé. Elle avait traversé ma vie comme un miroir brutal, montrant ce que je refusais de voir. Ma solitude, mon besoin d'être utile, mon désir de compter pour quelqu'un, même brièvement. Cette prise de conscience ne me rendait pas fier, mais elle me rendait honnête. Et cette honnêteté, nouvelle, me semblait être la seule chose durable que cette histoire m'avait laissée. J'ai commencé à poser des limites ailleurs aussi, à écouter davantage avant d'agir, à ne plus confondre urgence et intimité. Certaines personnes ont besoin d'aide, d'autres de temps, d'autres encore de silence. Offrir tout, trop vite, n'est pas toujours un don. C'est parfois une intrusion. Cette idée m'a changé plus profondément que je ne l'aurais cru. Elle a redéfini ma manière d'être présent. Je n'agissais plus pour combler un vide intérieur, mais pour répondre à une situation réelle, avec lucidité et retenue désormais consciente. La maison a retrouvé son calme d'autrefois, mais je n'étais plus le même. Les soirées silencieuses ne m'effrayaient plus autant. Je savais désormais les écouter. Elles ne criaient plus un manque, mais un espace. Un espace où je pouvais exister sans chercher à être nécessaire. Cette paix nouvelle n'était pas euphorique, mais stable. Elle n'effaçait pas le souvenir de cette nuit, mais elle l'intégrait sans douleur excessive. Le souvenir n'était plus une tentation ni une honte. Il était devenu une balise, un rappel de ce que je ne voulais plus confondre. Je me suis surpris à sourire un soir en rallumant le poêle. La chaleur montait lentement, maîtrisée, régulière. Rien à voir avec celle, désordonnée, de cette nuit-là. Je me suis rendu compte que je n'avais plus besoin de prouver ma capacité à accueillir. J'avais appris à respecter mes propres frontières. Cette compréhension ne m'avait pas rendu distant, elle m'avait rendu plus juste. Je pouvais désormais offrir sans me perdre, écouter sans absorber, aider sans m'effacer. Ce changement était discret, mais profond, et il venait directement de ce mauvais choix que j'acceptais enfin pleinement. Parfois je me demandais où elle était. Cette pensée ne me serrait plus la poitrine. Elle passait comme une question sans urgence. J'espérais simplement qu'elle ait trouvé ce qu'elle cherchait réellement, au-delà de la chaleur immédiate. Je savais désormais que je n'étais pas la réponse à sa fuite. Et accepter de ne pas être la réponse n'était pas un échec. C'était une reconnaissance de la complexité humaine. Certaines rencontres n'existent pas pour durer, mais pour révéler. Celle-ci avait fait exactement cela, sans promesse, sans futur commun, mais avec une trace durable et honnête. J'ai cessé de qualifier cette nuit uniquement comme une erreur. Elle l'était, oui, dans ses conséquences et ses déséquilibres, mais elle avait aussi été un signal, un avertissement sur ce que la solitude peut pousser à accepter, à justifier, à désirer. Ignorer ce signal aurait été la véritable faute. En l'écoutant, en le comprenant, j'avais transformé un mauvais choix en leçon vivante. Cette transformation n'effaçait rien, mais elle donnait un sens à ce qui aurait pu rester une simple blessure silencieuse, inutile et répétitive. Aujourd'hui, quand je repense à cette phrase, elle avait besoin de chaleur cette nuit-là, je sais ce qu'elle signifiait vraiment. Ce n'était pas seulement le froid, c'était la peur, la fuite, l'absence de repères. Et moi, j'avais confondu chaleur et proximité, aide et abandon de soi. J'avais fait le mauvais choix, oui, mais je n'en faisais plus une identité. Je l'avais intégrée comme une étape. Et cette étape m'avait appris quelque chose d'essentiel. Vouloir bien faire ne suffit pas. Il faut aussi savoir quand s'arrêter. La nuit est revenue, comme toujours, le froid aussi. Mais je n'ai plus ouvert ma porte par réflexe. J'ai appris à écouter avant d'agir, à comprendre avant de répondre. Cette histoire s'achevait sans retrouvailles, sans drame final, sans punition spectaculaire. Elle se terminait par une lucidité calme, et c'était suffisant. Certaines nuits réchauffent le corps, d'autres enseignent à protéger l'âme. Celle-ci avait fait les deux, et je savais désormais pourquoi je ne referais pas le même choix, même par compassion, même par solitude, même par besoin humain sincère.